Dimanche 11 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, nous entrons progressivement dans la saison chaude à Madagascar. La Jirama a indiqué jeudi dernier que la production d'eau devrait diminuer de 20% pendant cette période. Par conséquent, une réunion conjointe du ministère de l'eau et des responsables de l'eau au sein de la Jirama s'est tenue jeudi dernier pour examiner les solutions pour faire face à ce problème. Reportage de Mirvoulat Sferen sur les images de Barnienne à Denilson. D'après les responsables, la Jirama se prépare à l'éventualité d'une insuffisance d'eau pendant la saison chaude. Le temps chaud provoque un déséquilibre entre l'offre et les besoins des clients, poursuit l'explication. Il y a eu une réunion conjointe entre la Jirama et le ministère de l'eau jeudi dernier pour examiner la stratégie pour faire face à cette sécheresse et pour améliorer la situation. L'une des stratégies utilisées est l'entretien des infrastructures, mais il y a aussi l'approvisionnement en eau via des camions-citernes pour les zones qui ont du mal à s'approvisionner en eau de la Jirama. Par ailleurs, le ministère de l'eau, à travers son ministre Fidenavra Vugac et ceux au sein de la Jirama, sont également en train d'examiner la possibilité de provoquer de la pluie. La Jirama exhorte également les usagers à économiser l'eau en période de sécheresse et à éviter le gaspillage. Toujours dans les actualités sociales, les cas de malnutrition aiguë pour la région du Sud-Est a augmenté de 1% cette année par rapport à l'année dernière. La raison étant les catastrophes naturelles, mais aussi l'absence de la planification familiale. Cette région entre dans la troisième vague d'état d'urgence actuellement. Induniana Martina pour plus de détails. Gertina et Armina sont des jumelles qui vivent à Maavelu, dans le district de Farafangan. Souffrant d'insuffisance pondérale suite à une malnutrition modérée, ces deux filles ont 5 ans, mais elles ne pèsent que 5 kilos et 6 kilos. Elles sont les 6e et 7e enfants de leurs parents. Leur père ayant quitté leur mère à leur naissance, cette dernière était donc occupée à gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. En conséquence, les 2 enfants souffrent de malnutrition. On peut également voir que très peu sont les femmes de cette région qui utilisent des méthodes contraceptives. Or, cette situation rend difficile les stratégies pour éliminer la malnutrition dans la région du Sud-Est. Un projet pour résoudre l'insécurité alimentaire a donc été mis en place. Selon les statistiques publiées par la Direction régionale de la santé publique du Sud-Est, le nombre d'enfants touchés par la malnutrition aiguë est passé à 3,1% en 2022 contre 2,1% l'année précédente. Et en général, ce sont les problèmes financiers qui empêchent les citoyens à venir consulter un médecin. C'est pour y remédier que le ministère de la Santé publique a pris l'initiative de mettre en œuvre le programme Santé pour tous qui vise à offrir des soins gratuits à la population. Hier, c'est la population d'Itos qui a bénéficié de ces soins gratuits. Indeniana Martina, Barnienne à Denilson. Bilan de santé générale, divers tests tels que le dépistage du diabète, le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du VIH, santé mère et enfant et la planification familiale, les soins dentaires, l'examen de la vue, l'examen de la tension artérielle et la vaccination, tels sont les services de santé dont les résidents d'Itos ont bénéficié hier. Nombreux ont été ceux qui ont été intéressés par l'événement organisé par le ministère de la Santé publique, dont l'objectif est la santé pour tous, conformément à l'engagement numéro 5 du président de la République. En effet, de nombreux Malagasy consultent rarement les médecins à cause de la cherté du coût de la consultation. Pour cette journée, l'examen de la vue a attiré le plus de monde. Selon les explications, cette action se poursuivra dans d'autres communes. Toujours concernant la santé, aucun décès lié à la Covid-19 n'a été déclaré durant la semaine du 3 au 9 septembre, selon le bilan publié par le ministère de la Santé publique ce jour. Par ailleurs, 12 nouveaux cas ont été détectés, dont 10 à Nalamang, 1 à Diana et 1 à Itas. 532 tests ont été réalisés et ont donné ces résultats.
Et puis l'art oratoire malagasy ou le kabar intéresse davantage les jeunes actuellement. L'Église catholique enseigne également cet art. Ainsi, 600 jeunes ont reçu hier leur certificat de fin de formation en vue de devenir pikabar catholique. Antoniana Martina, Barnienne de Nilsson. Outre l'enseignement religieux, les valeurs malgaches sont également transmises à travers l'art oratoire malgache enseigné par l'Église catholique à Madagascar. L'association Pikabar catholique a été créée en 2004. C'est à travers ce groupe que les catholiques transmettent aux jeunes l'amour de la littérature malagasy. Hier, 695 Pikabar catholiques issus de la 17e promotion, appelés Saint-Pierre, ont officiellement reçu leur certificat si 793 ont passé l'examen. Tompoko lasy sy taoko vavy ny atsakatsaka amin'ny fanomboana azy sany aky ny fanomboana isy fa ny azafady kosa no ataoko fanomboan-dresaka ny tenako raha notsongaina veto dia tsy sanatria akory mandeha tsy voizina tahaka ny lakanjejo na ny tsy politra ka manara-dampo fa anisan'ny mpitondra-teny ny tenako sarotra nefa no mitondra-teny ary manavy mandahatra. Et durant une semaine, des réunions de prière se sont tenues à Mbujachim, au siège de l'église pentecôtiste. Ces réunions se sont terminées ce jour. Le pentecôtiste fête également les 50e anniversaire de leur arrivée à Madagascar. Des fidèles de toute l'île et des missionnaires venus d'Amérique sont venus assister à cette réunion. La première église pentecôtiste a vu le jour en Amérique en 1945. En 1962, des missionnaires américains ont apporté cette foi à Madagascar. L'église fête donc aujourd'hui ses 50 ans. Les fidèles de l'église pentecôtiste de toute l'île ont participé à un grand meeting à Antananarivo pendant une semaine. L'église est présente partout à Madagascar. Pour clôturer cet événement, une grande messe s'est tenue ce jour. Huit concurrentes de la télé-réalité F5 accèdent à la finale. L'aventure s'arrête donc pour les 4 autres candidates. La prime d'hier soir était très intense, que ce soit au niveau vocal que dans la mise en scène. La finale aura lieu ce samedi. Nous saurons à cette occasion qui composeront les F5. Les détails avec Miarvoula Tsfiran. Anisany ho tafiditra ao anatin'izay mpifaninana farany hiatrika ny prime amin'ny herinandro zany dia Nancy Sarbibi Jocelyne félicitations Fania Arabaitiki Fania Yantsa Christiane félicitations Jessica 5 de ces 8 filles formeront la F5 pour cette année 2022. Pour la demi-finale d'hier, musique tropicale, tube de l'été, a été le thème. 12 filles ont été jugées sur leur voix et sur leurs prestations scéniques. La chanson de Rossi a été choisie pour ouvrir le spectacle. En plus d'être une télé-réalité, on ne peut pas oublier que l'émission F5 est un concours de chant. L'un des critères requis lors de cette demi-finale est la capacité vocale, mais surtout la capacité à maîtriser la scène. Yeah.
L'ambiance d'être en groupe a également été notée. À l'issue de cette demi-finale, 4 concurrentes ont quitté l'aventure. 8 iront donc en finale samedi prochain. Côté sport, grâce à ce dojo nouvellement installé à Tanzumbato, les jeunes sportifs n'ont plus besoin de se rendre dans des salles de musculation. Selon les responsables, de meilleurs résultats peuvent être obtenus grâce à ce genre d'infrastructure. Anzara Zonarville, Sechrejanasi. Ceux qui veulent entretenir leur physique, jeunes ou moins jeunes, viennent dans ce dojo de la commune installé sous le pont de Tanzumbato. C'était auparavant un entrepôt et la municipalité de Tanzumbato l'a réhabilité au bénéfice des sportifs. Claudia, qui fait de la boxe savate, fait partie des athlètes qui s'entraînent dans ce dojo. En effet, un club de boxe savate, l'ASCA, a été créé et de bons résultats ont été obtenus. Cette infrastructure à Tanzumbato n'est pas seulement utilisée pour le sport, mais elle peut également être utilisée à des fins culturelles, notamment pour la tenue de spectacles. À l'international, 3 jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elisabeth II a entamé ce jour son dernier voyage. Le cercueil sera transporté à travers l'Écosse pour rejoindre Édimbourg, où le public pourra rendre un hommage à la monarque. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres. Les détails, France 24. Direction Édimbourg pour le convoi funéraire. Un voyage en corbillard de seulement 280 km, mais long de 6 heures car les étapes sont nombreuses. Passage par les villes d'Aberdeen, de Dundee et de Perth avant d'arriver dans la capitale écossaise. Là-bas, des arrêts sont prévus au château de la ville, puis au palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. Face à l'ampleur de l'événement, des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues. On installe des barrières pour garder la foule à distance quand la procession passera. C'est un moment historique auquel on veut prendre part. Et puis, quand j'étais enfant, j'allais à l'école juste à côté. Je me rappelle qu'on allait saluer la reine quand elle passait ici. Ce sera vraiment spécial pour nous d'être en mesure de lui dire au revoir en personne, plutôt que de simplement regarder la télévision. Le cercueil reposera ensuite dans la salle du trône du palais avant d'être de nouveau déplacé lundi dans la cathédrale Saint-Gilles. Une cérémonie doit s'y dérouler avec comme invité le nouveau roi Charles III et la famille royale. Mardi, un avion transportera le cercueil d'Elisabeth II jusqu'à Londres pour son dernier voyage. Il arrivera à Buckingham Palace avant d'être exposé dans le palais de Westminster. Enfin, le Royaume-Uni dira adieu à sa reine le lundi 19 septembre lors des funérailles nationales. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a annoncé qu'une ligne électrique de secours avait été rétablie à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, située à l'intérieur de l'Ukraine et tenue par les Russes, afin de lui fournir l'électricité externe dont elle a besoin pour refroidir ses réacteurs. France 24. Attention pour le moment, c'est de refroidir les réacteurs qui sont encore alimentés, si je comprends bien, par l'électricité. Donc il n'y a pas un danger immédiat, mais il faudrait refroidir les réacteurs pour encore plus réduire le danger. Et tant que la centrale est encore occupée par les forces russes, je pense que l'Ukraine a un peu... c'est un peu résigné à ne pas recevoir d'électricité de cette centrale. Peut-être que les occupants russes vont vouloir essayer de le rallumer et le reconnecter avec la Crimée, mais pour le moment, ils dépendent d'ingénieurs ukrainiens sur le site. Alors, c'est difficile à savoir ce qui va arriver à l'avenir. En tout cas, l'Ukraine, même si c'est un coût pour l'économie du pays, bien sûr, de perdre une centrale aussi importante, elle fournissait jusqu'à il n'y a pas longtemps 20% de l'électricité du pays, mais l'Ukraine a tout de même un surplus d'électricité. Elle est même en train de négocier, c'est le président Zelensky qui l'a annoncé
commencer ce week-end avec la Pologne pour augmenter les livraisons d'électricité à la Pologne. Alors justement, maintenant, les attentes en Ukraine sont très importantes. Il y a quelques jours, les Ukrainiens ne s'y attendaient pas du tout à ce que leurs armées arrivent à avancer aussi rapidement. Pour mettre les choses en perspective, c'est seulement en 4 jours que les forces armées de l'Ukraine ont réussi à reprendre plus de 3000 km². C'est plus que ce que les Russes avaient réussi à conquérir en 4 mois depuis le mois d'avril. Mais maintenant, même si les Ukrainiens ne s'y attendaient pas, maintenant ils veulent plus. Il y a eu des sortes de promesses qui ont été faites, notamment par le gouverneur de la région de Luhansk, qui a dit que dans les prochains jours, on pourrait voir des villes et des localités importantes dans la région de Luhansk libérées sous l'occupation russe. Et pour le moment, aujourd'hui, il y a eu moins d'annonces, moins de nouvelles photos sur Internet qui apparaissent pour annoncer de nouvelles avancées. Alors tout le monde se demande un peu si l'offensive va devoir ralentir ou si on va bientôt avoir encore plus de bonnes nouvelles, si vous voulez. Pour terminer, l'armée ukrainienne affirme avoir repris 2000 km² de territoire aux forces russes depuis septembre. Cette annonce intervient au lendemain d'une importante percée militaire marquée par la reconquête de plusieurs localités dans l'Est. Kiev a annoncé la mise à l'arrêt du 6e et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, et occupée par les forces russes. France 24. Sur ces images fournies par l'armée ukrainienne, les soldats pénètrent dans la ville d'Izium. Ils trouvent des tanks frappés de la lettre Z, du matériel militaire et de la nourriture. Les troupes russes viennent de fuir dans la précipitation. À 50 km à Balaklia, le drapeau jaune et bleu flotte de nouveau et l'euphorie s'est emparée des rues. Honnêtement, nous ne nous y attendions pas. Quand j'ai vu les nôtres, les soldats ukrainiens arriver avec leurs écussons, avec le drapeau, oh, c'était génial. Nous sommes très heureux. De l'émotion, beaucoup d'émotion. C'est à couper le souffle. Izium, Balaklia, mais aussi Kupiansk, 3 villes clés de la région de Kharkiv ont été reprises à l'armée russe en moins de 48 heures. Environ 2000 km² de notre territoire ont été libérés dans le cadre des opérations actives depuis le début du mois de septembre. Ces jours-ci, l'armée russe montre ce qu'elle fait de mieux, montrer son dos et partir en courant. Après avoir enregistré des succès dans le sud autour de Kherson, les Ukrainiens revendiquent de nombreuses prises dans le nord-est. Celles de Kupiansk et d'Izium sont stratégiques. Elles permettent de perturber l'une des routes que l'armée russe emprunte pour se rendre dans le Donbass. Face à cette contre-offensive éclair, l'état-major russe a d'abord envoyé des renforts avant d'annoncer un repli. Pour atteindre les objectifs de l'opération de libération du Donbass, il a été décidé de regrouper les forces russes déployées dans les régions de Balaklia et d'Izium afin de renforcer nos efforts sur le front de Donetsk. Plus tôt, le chef de l'administration pro-russe d'Izium avait décrit une situation difficile à cause de bombardements effectués avec des lance-missiles fournis par les États-Unis. Lors d'une visite surprise dans la capitale, la ministre allemande des Affaires étrangères a, elle, annoncé que Berlin continuerait à envoyer des armes à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Me Time. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.